Alors, merci. Nous allons, pour une petite heure, nous charger d'une chose assez compliquée, repenser la mythologie. Il s'agira bien sûr de mythologie japonaise, avec nos deux intervenants, le professeur Bernard Faure, de l'Université Columbia de New York, et le chercheur bien connu Yanaga Nobumi, rattaché à l'École française d'Extrême-Orient. Bernard Faure, vous le savez, vient d'achever un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Une série de, je crois il y a 4, mais maintenant il y en a 5, livres sur le panthéon du Japon médiéval, où il aborde entre autres la démonologie dans l'ésotérisme bouddhique. C'est-à-dire tout cet entre-deux entre les kami et les bouddhas, enfin il y a tout un monde, une forme de bouddhisme influencé par le tantrisme indien. Yanaga Nobumi, lui non plus, n'a pas besoin d'être présenté. Je relève simplement qu'après avoir étudié l'imaginaire occidental sur l'Orient, il a lui aussi dirigé ses recherches sur la mythologie bouddhique, de l'Inde au Japon, dans une perspective transculturelle. Dans le premier volume de ses 5 parties, enfin de Bernard Faure écrit « Je suis d'accord avec Yanaga Nobumi quand il dit que la religion japonaise, d'un certain point de vue, peut être considérée comme un développement local particulier de la religion shivaïte. » C'est quelque chose d'assez, pour moi, surprenant. Je suis à l'extérieur. Parce qu'au fond, ce n'est pas du tout mon domaine. Je n'y connais quasiment rien. Ça m'intéresse, mais j'y connais rien. Historien des religions spécialisé dans le monde gréco-romain, je suis évidemment très honoré et très heureux d'avoir été invité à modérer, à partir d'un regard lointain s'il en est, ce dialogue sur la mythologie japonaise. Mais il faut dire que, effectivement, qu'on le veuille ou non, il semblerait, mais c'est trompeur, que la mythologie, où qu'on l'aborde, doit quelque chose aux Grecs. Ce qu'on appelle mythologie résulte d'un long processus qui a conduit à sortir la Grèce, à sortir de Grèce le mot mythe, mythos, pour lui donner un sens général, un sens qui permette de mettre dans le même panier, qualifié de mythologie, l'épopée de Gilgamesh, Homère, Hésiode, le Kojiki, le Mahabharata et la geste d'Asdivale. Cet usage du mot grec ne correspond plus au champ sémantique de mythos. Devenu usuel depuis la fin du XVIIIe siècle pour désigner toutes sortes de récits oraux, écrits, issus d'une multiplicité de cultures hétérogènes, le mot mythe pose problème. Il est sage, et il serait peut-être même nécessaire, de distinguer la catégorie grecque de mythos de l'usage devenu commode du mot mythe dans le sens approximatif suivant. Histoire traditionnelle, à portée sociale, mettant en scène dans un temps transcendant des personnages aux qualités surnaturelles et par conséquent fabuleuses. J'emprunte cette définition à Claude Callame. Cette catégorie éthique, fabriquée au XIXe siècle, est devenue un élément incontournable du bagage épistémologique de nos contemporains. Mais elle ignore non seulement les nuances du mythos grec, ce ne serait pas trop grave ça, mais aussi celles de l'ensemble des catégories indigènes, émiques, qui distinguent, de par le vaste monde, en une infinité de langues, une infinité de récits et de manières de dire. Il me semble que le débat auquel nous sommes ici conviés offre une occasion exceptionnelle pour observer sous un angle comparatiste ce que pourrait être un bon usage de la mythologie. Et je donne tout de suite la parole à Bernard Faure.
Merci beaucoup pour votre introduction et pour ces précisions étymologiques. Jusqu'à Lévi-Strauss, la mythologie, c'est, comme on vient de le dire, essentiellement la mythologie grecque, remise au goût du jour par Jean-Pierre Vernant, Marcel Detienne et quelques autres. Plus récemment, on a un beau travail de vulgarisation sur France Inter avec l'émission de Pierre Judet de Lacombe, « Quand les dieux rôdaient sur la terre », que je vous convie à écouter, c'est passionnant. Faut-il s'en tenir à la position grecque du problème, à la traditionnelle distinction entre mythos et logos? Pour Lévi-Strauss, le mythe donne à penser. Le mythe, c'est aussi ce qu'il appelle la pensée sauvage, terme par lequel il désigne la rationalité déjà à l'œuvre dans les cultures orales. Lévi-Strauss ne s'embarrasse pas de définition, lui. Selon lui, on reconnaît un mythe quand on en voit un. Donc ça, c'est assez simple. Alors, comment se pose le problème du mythe au Japon? Ceux qui voudraient limiter la mythologie à l'Occident devraient expliquer comment, en l'absence de toute filiation évidente, on trouve dans la tradition japonaise des histoires comme celle d'Izanami et d'Izanagi, le frère et la sœur, mari et femme, si on veut, qui rappellent le mythe de Perséphone ou encore d'Orphée. Et Lévi-Strauss lui-même, dont on sait l'intérêt pour la culture japonaise, s'est à l'occasion prêté à cet exercice comparatiste. Ce n'est pas toujours ce qu'il a fait de mieux d'ailleurs. Dans le cas du Japon, à la différence des mythologies grecques ou romaines, la mythologie japonaise est bien vivante, comme en témoignent les mangas ou les films d'animation, l'œuvre de Miyazaki Hayao, par exemple, que vous connaissez tous. J'ai à plusieurs reprises utilisé ces films et mangas dans mes classes à l'Université Columbia, en particulier une série de mangas, là encore que je recommande, de Hoshino Yukinobu. En gros, ça se traduit par les enquêtes du professeur Munakata Kyoju Ikoroku. Un personnage haut en couleur qui me fait penser d'ailleurs, par son érudition et sa curiosité insatiable, et autant que par son apparence physique d'ailleurs, à notre regretté collègue et ami Hubert Durt, récemment disparu, qui fut longtemps le représentant de l'EFEO et qui a lui aussi connu les honneurs de la BD belge. À titre de comparaison, il faudrait imaginer des bandes dessinées portant sur des divinités antiques telles que Vésone, version gallo-romaine de Déméter ou Cérès, dont la tour à Périgueux, près du lieu où j'habite, en Dordogne, sur un site archéologique mis en valeur par un magnifique musée conçu par l'architecte Jean Nouvel, montre l'importance donc de cette divinité dans la Gaule gallo-romaine. Malheureusement, la principale mythologie qui nous reste de cette époque est celle de la résistance gauloise, rendue célèbre par les bandes dessinées d'Astérix. Donc on est assez loin quand même de ce qui se passe au Japon. Dans son livre « Aux origines de l'histoire des religions », Philippe Bourgeot note que, je cite, « l'aniconisme a pour corollaire l'absence de mythe au sens grec de ce terme. Pas d'image, pas d'anthropomorphisme, donc pas de généalogie, ni d'histoire de famille. En un mot, pas de récit relatif aux dieux. » Fin de citation. La mythologie classique japonaise du Kojiki et du Nihonshoki ou Nihongi semble pourtant constituer une exception, puisqu'on y parle beaucoup de généalogie sans pour autant produire d'images. Ce n'est qu'à l'époque médiévale, sous l'influence du bouddhisme, que les dieux japonais commencent à être représentés de manière anthropomorphique. En fait, cette mythologie est essentiellement celle du Nihongi, Nihonshoki, puisque le Kojiki, tenu secret pendant des siècles, ne sera redécouvert qu'à l'époque Edo par des philologues et idéologues comme Hirata Atsutane, mort en 1843. Cette mythologie classique a été soumise à la méthode structuraliste par des japonologues tels que François Massé et Alain Rocher, tandis qu'une tentative, à vrai dire, peu convaincante d'analyse structurale du mésilienne a été faite par Yoshida Atsuhiko au Japon. Mais dans l'ensemble, les chercheurs se sont tenus à l'écart de ces approches théoriques. Une autre tendance a été celle des études dites folkloriques, Minzoku-gaku, fondées par Yanagita Kunio et Horiguchi Shinobu. Mais celles-ci ont été malheureusement très influencées par la vision japanocentrique de ses fondateurs,
qui ont tendu à négliger l'influence du bouddhisme sur la culture japonaise. Une exception majeure a été l'œuvre de l'éclectique Minakata Kumagusu, esprit encyclopédique et comparatiste, dont on commence juste à redécouvrir l'immense érudition. Minakata était aussi à son aise dans la littérature occidentale que dans la littérature bouddhique et les traditions chinoises et japonaises, ou encore dans les sciences biologiques de son époque. Ce personnage haut en couleur est sans doute l'inspiration des mangas de Hoshino Yukinobu dont je viens de parler. Mais le Mizokugaku a eu tendance à se concentrer sur le phénomène des yokai, monstres et esprits, caractéristiques de l'époque Edo, plutôt que sur la mythologie proprement ou improprement dite. Plus récemment, un nouveau domaine d'étude a vu le jour, que certains ont appelé mythologie médiévale, Chusei Shinwa, ou encore Nihongi médiéval, Chusei Nihongi, en référence justement au mythe du Nihongi ou Nihonshoki. À la différence des études précédentes, cette mythologie ne relève pas d'un Shinto pur, ou plutôt purifié. Elle émerge en effet vers la fin de l'époque Heian et se développe à l'époque médiévale dans le contexte de la culture bouddhique et plus spécialement du bouddhisme ésotérique, Mikkyo, dans ses deux versions Shingon et Tendai. Le remarquable essor des études sur la mythologie médiévale a été permis notamment par la découverte de deux bibliothèques monastiques, celle du Shōmyōji, qui est devenue Kanazawa Bunko, près de Yokohama, et celle du Shinpukuji de Nagoya, mieux connue sous le nom de Osu Kannon, devenue Osu Bunko, une bibliothèque qui contient également le plus ancien manuscrit connu du Kojiki. Avec la redécouverte de cette mythologie médiévale, le centre de gravité des études mythologiques s'est déplacé du Shinto officiel vers le Mikkyo, bouddhisme ésotérique, et aussi la voie dite du yin et du yang, en Myodo, et le culte des montagnes, ou Shugendo. Le Chusei Shinwa, donc mythologie médiévale, le terme n'est pas très satisfaisant, mais enfin je le garde ici. Donc le Chusei Shinwa est une véritable explosion symbolique et mythologique, résultante du mélange d'éléments d'origine diverses, indiennes, d'où le shivaïsme dont parlait Philippe, et Nobumi, chinoise et coréenne. La mythologie soi-disant pure du Kojiki avait donc déjà résulté d'une purification, alors qu'à la même époque, le Nihonshoki, lui, restait beaucoup plus mêlé d'éléments chinois, coréens et bouddhiques. C'est ce dernier qui, sous le nom de Nihongi, allait donner naissance à la mythologie médiévale, alors que le Kojiki, comme je l'ai mentionné, fut oublié pendant de nombreux siècles, jusqu'à sa redécouverte, notamment par Hirata Tsutane. Par un ironique retour des choses, Hirata, dont on connaît les diatribes anti-bouddhiques, était tombé sous le charme et l'influence d'un adolescent nommé Torakichi. Ce Torakichi prétendait avoir été enlevé et initié par un Tengu, une créature mythique qui est la version surnaturelle des Yamabushi, du Shugendo, ces ascètes montagnards dont les pratiques étaient fortement imprégnées de bouddhisme ésotérique. Le pauvre Hirata avait réussi à convaincre tous ses amis, un cercle d'érudits, que vraiment Torakichi transmettait une tradition archaïque japonaise. Il n'y avait vraiment vu que du feu. Le regretté professeur Saito Hideki, qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui, malheureusement, était l'un des grands spécialistes de ce Chusei Shinwa. Parti de la mythologie classique, après avoir renoncé lui-même à une carrière d'auteur de manga, il avait su s'illustrer dans ce nouveau domaine en montrant notamment l'évolution des deux grandes divinités japonaises, la déesse solaire Amaterasu et son turbulent frère Susanoo, sous l'influence du bouddhisme ésotérique et de l'On-myodo. Il avait également publié une remarquable monographie sur les dieux de l'On-myodo, parmi lesquels, une qui m'est chère à vrai dire, la redoutable divinité des épidémies Gozu Tenno, le roi céleste
à tête de bœuf ou de taureau. Bientôt identifié à Susanoo et finalement évincé par celui-ci à l'époque Meiji en tant que divinité du sanctuaire de Gion ou Yasaka Jinja à Kyoto. Parmi les autres principaux contributeurs à ce domaine de la mythologie médiévale, on peut citer Yamamoto Hiroko et Tanaka Takako, Abe Yasuro, Ito Satoshi et notre ami Yanaga Nobumi, ici présent. Il faut dire ici deux mots de la synthèse du bouddhisme et des cultes locaux connus sous le nom de Honji Suijaku, essence et trace. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un syncrétisme militant, dont le but était d'organiser un panthéon nettement hiérarchisé avec les Bouddhas indiens au sommet, les kami japonais dans la partie inférieure, et beaucoup d'autres divinités entre les deux. Il s'agissait, en d'autres termes, d'une façon pour le bouddhisme d'assimiler les dieux locaux et d'en prendre le contrôle. Les kami japonais et autres divinités d'origine indienne, chinoise ou coréenne devenaient ainsi de simples traces, suijaku, ou des émanations des bouddhas indiens qui étaient leur terre foncière, leur essence, honji. Quand Philippe tout à l'heure mentionnait mes travaux sur le panthéon bouddhique, je tiens à signaler que j'ai en fait plutôt essayé de déconstruire ce panthéon bouddhique officiel en parlant d'un panthéon fluide, justement beaucoup plus complexe que cette vision à deux niveaux, à deux étages. L'exemple paradigmatique d'un tel syncrétisme, qu'on préfère aujourd'hui appeler pensée combinatoire, est le système formé par le Bouddha cosmique Mahavairochana, en japonais Dainichi, littéralement grand soleil, et la déesse du soleil, précisément, Amaterasu, divinité ancestrale de la lignée impériale. Mais de manière plus détaillée, on observe l'identification fonctionnelle d'Amaterasu avec le roi Yama, Emmaten, ou Emmao, Enrao, souverain des enfers bouddhiques, ainsi que celle des 11 messagers d'Amaterasu avec les magistrats infernaux et du sanctuaire d'Issé lui-même avec le monde souterrain et ses tribunaux. Amaterasu, symbolisé en général par un miroir, dans tous les sanctuaires que vous connaissez, était à l'époque médiévale parfois représentée à cheval, tenant d'une main une balance avec laquelle elle jugeait les morts, les vivants et les morts, les actes des humains, tout comme précisément Yama. Donc fonctionnellement, les deux divinités sont devenues à peu près similaires. À ce titre, elle se confondait aussi avec une divinité chinoise de la sériculture connue sous le nom de Meimyo Bosatsu, le bodhisattva au hennissement de cheval. Bon, je passe sur les détails, évidemment, c'est compliqué. Amaterasu était aussi perçue comme une divinité de nature ophidienne ou vulpine. Il existait notamment à l'époque médiévale des rites secrets d'intronisation impériale, Sokui Kanjo, au cours desquels, lors du célèbre épisode de la réclusion d'Amaterasu dans la grotte céleste après l'agression de son frère, épisode encore trop souvent interprété de manière simpliste comme décrivant une éclipse solaire, la déesse était censée prendre la forme d'un renard céleste, s'identifiant du même coup à la divinité vulpine d'Akiniten et au joyau qui exauce tous les vœux, Shintamani, Nyoioju en japonais. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la prolifération narrative et symbolique qui caractérise la mythologie médiévale. Toutes ces divinités ont leurs propres mises et rituels, dans le détail desquels il m'est impossible évidemment d'entrer ici. Ainsi, le modèle théorique à l'origine dualiste du Honji Suijaku prit bientôt dans la réalité la forme d'un réseau complexe d'associations reliant non seulement les kami et les bouddhas, mais aussi les divinités d'origine bouddhique ou taoïste, les héros culturels du Japon, de la Chine et de l'Inde, voire les démons et les esprits ancestraux. Donc ça devient vraiment très très complexe. Toutefois, le modèle théorique et idéologique à deux niveaux est toujours malheureusement en vogue, malgré les nombreux contre-exemples. Ne reconnaissant que les bouddhas et les kami, ce modèle conduit à considérer la majorité des autres divinités comme
au mieux hybrides ou résiduels, voire à leur refuser toute existence. C'est un même geste de séparation et de purification qui, au seuil de la soi-disant modernité japonaise, a séparé les Bouddhas et les Kami en les hiérarchisant, rendant du même coup invisible le réseau qu'ils formaient. En réalité, comme le montrent les documents médiévaux, ce sont précisément ces divinités, dieux ou démons, qui constituaient l'essentiel de la religion et de la mythologie japonaise prémoderne. Ainsi donc, au lieu de deux groupes monolithiques, les Bouddhas et les Kami, rangés sous des rubriques réductrices de bouddhisme et shinto, on a donc dans la réalité concrète des pratiques affaire à une multiplicité de puissances divines, êtres de métamorphose dont les réseaux narratifs ne cessent de s'entrecroiser en des figures infiniment complexes. Le bel ordre que représentait le panthéon ou le mandala ésotérique est ainsi sans cesse remis en question par la présence de divinités turbulentes et démoniques, pour ne pas dire démoniaques, et le contrôle exercé par le bouddhisme, malgré sa revendication d'un pouvoir absolu, n'a toujours été que très relatif. Comme on le voit, la mythologie japonaise a été fécondée par le bouddhisme indien et la pensée chinoise. Son étude déborde donc largement du cadre de l'archipel, même si, paradoxalement, c'est le bouddhisme qui, après les tentatives d'invasion mongole au XIIIe siècle, a lancé le thème du Japon pays des dieux, Shinkoku. Toutefois, les tendances nationalistes restent à l'œuvre, comme le montre par exemple, comme j'en ai parlé, le renouveau des études sur Hirata Hatsutane. La mythologie japonaise est trop longtemps restée la chasse gardée des idéologues shinto tels que Hirata. Il est grand temps de sortir de cette conception surannée d'une religion japonaise soi-disant partagée entre deux grandes tendances antinomiques, un bouddhisme d'importation et un shinto soi-disant autochtone, ou encore d'une confrontation entre Bouddha et Kami. Entre ces deux extrêmes, et formant le cœur de la religion japonaise, existait et continuait à exister malgré ce qu'on a pu appeler la révolution culturelle de Meiji, une foule de divinités comme les devas d'origine indienne, Benzaiten, Dakiniten, Yama et tant d'autres, le dieu de l'étoile polaire Myoken, Myoken Bosatsu, d'origine taoïste, ou encore le dieu terrible Kōjin, prototype de Susanoo, de Gozu-Tenno et de tant d'autres divinités japonaises, devenu aujourd'hui en fait plus connu comme dieu du feu ou dieu du fourneau. La mythologie médiévale nous montre que la soi-disant distinction, devenue bientôt stricte séparation des dieux et des Bouddhas, autrement dit le divorce entre un Shinto soi-disant autochtone et immémorial et un bouddhisme alloctone, n'est qu'une construction idéologique tardive, apparue à l'époque Edo et ayant pris force de loi à l'époque Meiji. Dans la réalité, Bouddhas et divinités locales ont toujours coexisté au sein d'un polythéisme accueillant et d'un imaginaire fertile. Ici comme ailleurs, le repli identitaire a eu des conséquences désastreuses. Toutefois, même en ce qui concerne l'étude de la mythologie médiévale, qu'on ne peut qualifier vraiment de nationaliste, on continue à observer une tendance japanocentrique marquée. Les remarquables études sur les mythes médiévaux, portant souvent sur des divinités d'origine, comme je l'ai dit, indienne, chinoise ou coréenne, se concentrent d'ordinaire sur la version japonaise du mythe et ne cherchent pas vraiment à en donner une étude comparatiste. Il existe quelques exceptions notables, dont les travaux de Nobumi Iwanaga sont l'un des meilleurs exemples, qui s'explique un peu d'ailleurs parce que notre ami Nobumi a été formé à l'EPHE sous la direction du professeur Rolf Stein, lui-même éminent comparatiste, influencé sur le tard par le structuralisme de son collègue au Collège de France, Lévi-Strauss. Du côté occidental, et plus précisément français, les dieux japonais et leurs mythes ont jusqu'à présent été relativement négligés. Et c'est une lacune qui reste à combler. Donc, pour terminer, il me reste à souhaiter que l'étude de la mythologie japonaise
continue de se développer, en tout cas au Japon, dans une direction moins japanocentrique et plus franchement comparatiste. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Bernard Faure de cet appel. C'est plus qu'au comparatisme, mais c'est à suivre la piste continue là, qui relie de manière extraordinaire le monde japonais à l'Inde, à travers d'autres aires culturelles. Cette question-là va être prolongée, je pense, dans le discours de M. Yanaga Nobumi. Et je donne tout de suite la parole à Nobumi. Merci. 昨日からずっとフランス語ばっかりで、僕は初めての日本語でしゃべる役割になったんですけども、あんまりちゃんとした日本語じゃなくて、その上大勢の方の前で話すのが全く慣れていないので、ただ読むだけでつまらないものになってしまいますけども、よろしくお願いします。最初にとても悲しいお知らせからお話を始めなければなりません。本来ここでフォールさんのお相手として予定されていたのは仏教大学教授の斉藤秀樹先生でした。その斉藤さんが9月4日に亡くなりました。斉藤さんは僕にとっても親しく大切な友人であり研究仲間でした。突然のご逝去に本当に驚き悲しい思いでいっぱいです。まず斉藤さんのご逝去を悼み、心からご冥福をお祈りしたいと思います。フォールさんのお話、大変興味深く伺いました。最後の方で神話の比較研究の必要性について話された中で、僕の名前を出してくださり、とても光栄です。まずそのことから話していきたいと思います。フォールさんは、日本の中世神話について話されました。それは普通、中世神道の研究の範疇に入るものです。僕が最初にその分野の研究に手をつけたのは、1990年代の後半だったと思います。中世神話の中でも代表的な物語の一つに、普通、第六天魔王神話と呼ばれている神話があります。中世に考え出された一種の創造神話です。これは無住の社石集の第1話で語られているものが特に有名です。1260年代の前半に無住が伊勢神宮に詣でたときに神宮の神官に聞いたという設定で次のように語られています。当社では、当社って伊勢神宮ですけれども、三宝の皆を言わず御殿の近くは、僧侶が詣でない習わしである。それは昔この国がまだ存在しなかった時、大海の底に大日如来の印文一種の印があって天照大神が、矛を海中に差し下ろしてお探りになった。その矛の滴りが露のようになったときに、第六天の魔王がこれを見て、この滴りが国となって仏法が流布したら、皆が下脱して私の王国の人民が減ってしまうと考え、それが実現しないように下ってきた。天照大神は魔王に、私は三宝の名を言いません。我が身に近づけることもありません。だから安心して、天上にお帰りくださいとなだめすかしたので、魔王は帰っていった。その約束に背かないようにと、僧などは御殿近くに参らず、社殿では経をあらわには持たない。三宝の名も正しくは言わない。ただし表向きは仏法を避けるようにしているが、内々には三宝を守ろうとしていらっしゃる。だから我が国の仏法が栄えるのはひとえに、大神宮の見計らいによるのである。などなど。これについて論文を書いたとき、
僕は第六天の魔王という仏教神話のテーマが日本でどのように展開したかという問題で論文を書いたつもりでいました。ところがその後、日本文学の専門誌で中世神道の特集号が組まれ、その巻末に掲載された関連論文の文献表の中に僕の論文が引かれているのを見つけてびっくりした覚えがあります。僕は仏教の論文を書いたつもりだったのに、それが日本の中世神道の研究分野に分類されていたわけです。実は僕はちゃんとした大学教育を受けたことがありません。たまたま若い頃にフランスで数年間を過ごし、パリの高等学院で日本の平安文学を専門とされたベルナール・フランク先生の講義に2年ほど通いました。さっきフォールさんが、スタン先生の講義って言ってましたけど、スタン先生、講義自身は受けたことはなくて、その後、スタン先生が日本に来られたときに、お会いして、お知り合いになれただけです。フランク先生の講義に2年ほど通いました。フランク先生は、今昔物語などの説話文学の研究で知られていますが、仏教がとてもお好きで、先生の影響で僕も仏教に興味を持つようになり、日本に帰って一人でフランス語の仏教学の本を読んだりしていました。そしてフランク先生が日2日間の館長として東京にいらっしゃった時に、京都でフランス極東学院の授業として編集が続けられていた仏教学の辞典方々義林のデュルト先生にご紹介いただき、その編集の協力者として、研究の第一歩を踏み出したというわけです。フランス語による仏教学、ごめんなさい、フランス語による仏教学辞典方々義林では、大きな項目は大抵インド、中国、日本など地域に細分してインドにおける起源、中国的な展開、日本の展開という形で書かれます。しかも方々義林は編集者が非常に少なくて、大抵は一人で一つの項目を担当するため、それぞれがあまり深くはなくても、できるだけ広い地域をカバーすることが期待されています。日本で仏教学を学べば、大抵日本仏教か、中国仏教か、インド仏教か、チベット仏教か、などというふうに地域ごとに専門が分かれ、国単位以上に広い知識や視野が必要とされることはあまりないでしょう。それは欧米でも大体似た状況で、大抵は地域研究がベースになっています。そういう意味で、方々義林というのは非常に特殊な研究環境を提供する組織でした。そこで育てられた僕にとっては、インド、中国、日本というのは当然カバーするはずの領域で、僕自身はサンスクリットもチベット語もできないし、中国のこともほとんど知らないので、その意味では全くの劣等生ですが、できる限りそういう視野だけは持っていたいという願望はあります。フォールさんは日本の研究がいまだに日本のことだけに集中しているということを指摘されました。それは確かにその通りです。日本の研究が極めて限定されたテーマを極めて深く掘り下げる傾向が強いことを考えると、そうした一国限定主義はある程度は仕方がないことかもしれません。しかし同時に、最近は東アジア研究というテーマも増えてきているということも指摘すべきです。ただこの場合も東アジアが多くは中国と日本、あるいはせいぜい中国、朝鮮半島と日本といういわゆる漢字文化圏に限定されることが大部分です。これは僕のように中世を中心に考えている人間から見ると明らかに狭すぎると感じます。少なくとも中世までの日本は漢字文化圏に属していたのと同様に同じ程度に仏教文化圏に属しており、仏教文化圏というのは基本的にインド文化圏の延長だったということを強く念頭に置くことが必要だと考えています。もう少し限定的に言うなら、中世全般まで
つまり14世紀前半ぐらいまでの日本は、インド文化的なものと一直線につながっていたという感覚があります。仏教はインド文化の産物です。ですから、インド社会や文化そのものに関する基礎的な知識、例えばマヌ法典とかウパニシャットなどに関心がないままに日本のことを理解しようとしても、それを最初から不可能だというくらいに踏み込んで考えるべきだと思っています。もう一つ、フォールさんが話されたことに、本自衰弱という思考の枠組みがありました。この枠組みにこだわりすぎると、仏と神、あるいは仏教と神道といった二項対立に問題が限定されて、多元的で複層した現実が見えてこないだろうというご指摘だったと思います。それは確かにその通りだと思います。その代わりにどういう用語、どういう概念を使うかということは大きな問題です。日本で多く用いられてきたのは、神仏集合という言葉でした。これに関しては最近、吉田和彦さんを中心に、神仏融合の東アジア史と題された大きな論文集が出され、その合評会も開かれて話題になりました。これは神仏集合的な現象を日本だけの問題にせず、東アジア全体の問題と捉えたところが重要な収穫です。ただし、ここでも出発点であるインドはあんまり大きくは論じられていません。もう一つ、執筆者がすべて日本人で、それぞれの地域の研究者が一人も入っていないということも指摘する必要があります。それはなぜか、簡単に言うと、日本以外の地域では全体として神仏集合的な現象は実際は非常に頻繁にあるけれども、それが問題として研究対象になることがなかったからだということです。つまりそれらの地域ではそういう現象は全く日常的なことであって、それを切り取る概念が存在しないということです。これはとても大きなことを教えてくれます。ある現象がそこで生きる人々、当事者にとってあまりに当たり前のことだと、それを概念化する必要性が感じられない。それは空気のように、いわば見えない存在なのだということです。そしてそのことを意識して、吉田さんを中心とした研究者の方々は、日本特有の概念である神仏集合ではなく、より広い地域で通用しうる神仏融合という概念を提唱されました。これはフォールさんが言及されたもう一つの問題と密接に関わることです。フォールさんは明治維新の神仏分離について述べられて、それが一種の文化革命のような意味を持ったと言われました。この神仏分離は日本の宗教史を考える場合に、いくら強調してもしきれないほど大きな意味を持ったことだと思います。それは日本の宗教史を丸ごと歪めてしまうという結果をもたらしました。しかし、それは実はより巨大な文化革命の小さな一部でしかなかったということも指摘すべきです。つまり、明治期における日本の開国と、それに伴って、欧米の概念体系が丸ごと輸入され、それまでの前近代の概念体系が失われたという文化史上の大事件です。考えてみれば、神仏集合の前提になる宗教とか、ここで問題にしている神話という概念も、明治以前には存在していませんでした。なぜなら、それは当時の人々にとってあまりにも当たり前で、他の社会現象から切り離して考える必要がなかったからということです。それを言うならば、もちろん社会も政治も文化も、ほとんどあらゆる種類の漢字に字で表される抽象概念は、明治期に発明されたか、あるいは欧米的な意味に変えられたもので、それ以前には今使われているような意味では存在していませんでした。現代の我々は、明治期に欧米から輸入された
概念体系を使う以外にものを考えることができなくなっているということです。そしてこのことは世界の歴史の中で位置づけるとさらに重大な意味を持っていることに気がつきます。というのは、明治期における日本の近代化は欧米以外の世界の大部分の近代化の最も早い例の一つであり、しかもそれは当時の日本の知識人が自発的に自ら望んで成し遂げた大革命だったからです。それは今日の全世界的なグローバリゼーション、つまり近代現代化が進行し始めた最初期にあたる現象であり、全近代社会が世界的規模で崩壊する最初のきっかけになった巨大な事件だったと言えます。僕は最近その重大性に気がついて岩波の思想という雑誌に小さな連載を始めたところです。先ほど、本自衰弱の枠組みにとらわれすぎると、神と仏という二項対立だけが前面に出てしまうという問題があると言いました。それは当然、神仏集合でも同じことです。さらに神仏集合という概念自体が明治期以後に研究テーマにされたもので、それ以前では全近代日本社会に生きた当事者たちの概念ではなかったわけです。一方、本自衰弱にしても、実際にそういう概念を使って物事を考えたのは、学僧などのごく一部の知識人に限られていました。これは例えば、東大中国で盛んに議論された三教一致論などに見える三教の概念も同じようなことだと思います。大多数の庶民にとっては、さっき、東アジアの人々について述べた、あまりにも当たり前で概念化する必要がなかったということがそのまま当てはめられると思います。そういうわけで、これは現代の我々研究者が問題化していることなのだということが改めて明瞭に意識されなければならないと思います。先ほど申し上げた神仏融合の東アジア史の合評会では、神仏融合という概念をどういう英語に翻訳すべきかということも話題になりましたが、今言ったようにこれが現代の研究者にとって問題化されたのだということが明確であるならば、わざわざ日本語を英語に翻訳する必要はなくて、最初から英語で考えてもいいのではないかと思います。非常に一般化するならば、例えばマルティレイヤード・レリジャス・フェノメナ、多層的宗教現象でもいいかもしれません。あるいは仏教化したアジアに焦点を合わせるなら、エンラージュド・ブディスム、拡張された仏教という捉え方も可能ではないかと思います。ただそう考えると、すぐさまエンラージュではない仏教が存在したことがあったか、純粋仏教というものはどこにも存在しなかったのではないかという疑問も湧いてきます。ということで、現状では疑問ばかりが膨らんでくるということを申し上げて、今日のお話は一応おしまいなのですが、最後に一つ付け加えたいことがあります。フォールさんのお話で、日本の研究が日本のことだけに集中して、中国やインドなどに目を向けることが少ないということが言われました。またそれとは別に、神話が国家のアイデンティティの問題と関わり、ナショナリスティックな主張と結びつくことがあるということもお話になりました。例えば平田篤胤の研究が最近大きな盛り上がりを見せていますが、それは研究者自身が意識してしないでも、右傾化を強める日本社会の中でナショナリズムの傾向に差を指すということは大いに注意すべきだと思っています。実は僕自身も篤胤について書いていますが、次回を含めてそのことは言っておきたいという思いがあります。一方、日本のことだけに集中すると、日本の研究の在り方は先ほども言ったように、日本の研究の極度の専門性を考えるとしょうがないという側面もあると思います。しかしそれでも日本以外の文化に目を向けることがないということが知らず知らずのうちに
ナショナリズムの方向に加担してしまうということにも注意しなければならないでしょう。要するに完全に純粋なものはどこにもない。すべては複雑回帰で、だからこそ面白いということで締めくくらせていただこうと思います。どうもありがとうございました。J'aimerais bien éteindre ça, mais... Alors, merci beaucoup, Nobumi. C'est magnifique. Ça nous pose énormément de questions, comme l'exposé d'ailleurs, évidemment, de Bernard Faure. Votre conclusion me fait penser à Marcel Détienne. Marcel Détienne, qui d'ailleurs était venu ici dans cette maison avec un grand japonologue Massé. Et Marcel disait que, au fond, il fallait éviter cette chose qu'on trouve fréquemment, cette tendance qu'on rencontre fréquemment parmi les hellénistes qui voulaient faire du comparatisme et qui n'en font plus. Il appelait ça le retour au village. Alors j'imagine qu'il y a le même risque du côté japonais. C'est possible. C'est possible. Enfin, merci beaucoup pour ces ouvertures extraordinaires. J'aurais quand même une question qui s'adresse d'ailleurs aux deux orateurs, qui est que Nobumi a parlé de la période Meiji, de la transformation l'imposition de concepts occidentaux qui brouille un peu la vision qu'on pourrait avoir de ce qui se passait avant. Donc, c'est vrai que la mythologie n'existait pas plus que la religion avant, hein. Mais cette conceptualisation, pour être tardive, donc elle amène des catégories occidentales, effectivement. Mais alors, la question que je me pose, parce que vous avez aussi parlé de cette affaire de concepts fluides, ou comme l'air du temps, où ça circule sans qu'on en soit conscient. Il y a des choses comme ça qui se passent, et ces choses-là, c'est celles qui, pour nous, sont de la mythologie, en fait, en l'occurrence. Mais avant qu'il y ait la catégorie mythe, alors j'aimerais quand même poser la question, d'ailleurs, aux deux conférenciers. Existait-il quelque chose qui distinguait ce que nous appelons mythe d'autres récits? Est-ce que dans la période ancienne, pré-Meiji, est-ce qu'il y avait, notamment la période médiévale dont vous parlez tous les deux, est-ce qu'il y avait l'idée d'une séparation, par exemple, telle qu'on la rencontre en Grèce, hein, mais je ne veux pas imposer une vision grecque ici du tout, mais l'idée d'une séparation entre temps des origines et temps historique. C'est-à-dire que les Grecs faisaient ça, les historiens grecs parlaient de ça. Enfin, je veux dire, dans leur préface, ils disaient il y a une période dans laquelle on nage dans l'archaïque, enfin, on n'est pas encore dans l'histoire. Alors, est-ce que cette affaire de séparation entre un temps des origines et un temps des origines merveilleuses, en fait, et un temps historique était absente de la pensée japonaise, ou est-ce que ça existait quand même? Je peux parler en japonais peut-être. Oui, je crois. S'il vous plaît. 日本では少なくとも例えば古事記でも日本書紀でもそうだと思いますけど、信頼の観というか、神様について語る部分と、それ以後その神武天皇以後とかっていうような部分とはっきり分かれているので、そういう意味では古典的な神話ではそういう分け方がされていると思います。ただ一般的に言うとそういうふうに分けられるかどうかっていうのは必ずしも自明ではないと思いますね。どうでしょう。さっきレヴィストロースが何がミットかって何が神話かって言ったら自分が神話だと思うのが神話だって
言われたっていう話が出てきましたけど、それは神話と考えるとレヴィストロース的な意味で神話と考えると訳が分かりやすい有効な考え方ができるというものを神話と呼ぶっていうふうな、彼は多分そういうふうな考え方をしたんだと思うんですけど、昔の日本で例えば平田篤胤は古典っていう言葉を使って、それは神話っていう意味と非常に近い、ほとんど神話と同じ意味だと思いますけども、それは多分やっぱり平田の時代になってるからそういう分け方ができてるんだと思うんですね。だからそれ以前だとどうだかちょっとよく分かりません。多分もっと歴史以前と歴史後っていうふうな分け方は必ずしも有効ではないと思います。Je terminerai. Je viens de voir passer le message terminé. Donc, je serai très bref. Très bref. Je voudrais simplement peut-être répondre à la distinction classique, donc mythos-logos. On trouve donc dans cette mythologie médiévale une tension entre une pensée abstraite qui est bouddhiste, qui est plutôt cosmologique, donc qui représente un ordre abstrait de la réalité, le dharma ou appelez ça comme on voudra, et une pensée cosmogonique qui est celle vraiment de la culture régionale, qui raconte des histoires. Donc il y a une narrativisation, si on veut, de la pensée bouddhique à travers donc ces cultes locaux. Et là, on trouve peut-être cette opposition, voilà, séparation entre abstrait et concret, récit plutôt que logique. Voilà. Merci. Alors, je n'ai pas perçu le message, mais le message y a eu. Il était là. Donc, très clairement. Je suis un peu désolé, mais je suis obligé de clore la discussion. Merci beaucoup à nos deux conférenciers. Encore une fois, bravo.